La façon dont on a abordé ce problème, comme vous venez de le présenter, c'est pas des algorithmes ou des hommes, c'est des algorithmes et des hommes, d'abord. Et ensuite, c'est permettre aux internautes qui cherchent des informations sur les sujets qui les intéressent sur les réseaux sociaux, de les trouver plus facilement et de trouver les meilleurs, sélectionnés avec un savoir-faire journalistique. Donc c'est ça la logique de Reader, qui a été développée tout au long de l'année dernière, et qui commence, donc qui fonctionne en version bêta, qui a été mis en ligne en novembre, et qui est en version 1.0, encore perfectible, mais néanmoins 1.0, depuis 3-4 semaines. Voilà, donc le constat, c'est une banalité, les réseaux sociaux sont devenus la première source de diffusion des contenus d'information et de partage des contenus d'information. Et autre banalité, le mobile accélère cette évolution. Donc partant de ce constat, on a décidé de développer, donc tout au long de l'année dernière, un outil algorithmique ou un outil technologique qui va chercher, et c'est là où les hommes sont importants, à partir des thèmes que nous avons sélectionnés et à partir des sources qui sont les plus pertinentes relatives à ces thèmes, les contenus les plus pertinents partagés sur ces sujets. Donc on a un moteur technique qui, on va dire, évalue ou qui détecte, qui découvre 50 000 contenus, articles, photos, vidéos, tous les jours en plusieurs langues, essentiellement français, mais aussi on a de l'anglais et de l'espagnol aujourd'hui. On pourra aller plus tard beaucoup plus loin. On a un deuxième élément algorithmique qui mesure l'accélération du partage, donc le partage, mais aussi l'accélération du partage. Et pour finir, on a un moteur sémantique qui évalue les contenus en question pour qu'ils correspondent bien à ce qu'on imagine qu'ils sont. Et on a des journalistes au début de la chaîne et on a des journalistes à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'après, on publie un lien direct, donc c'est de la curation, sur les contenus qui nous semblent les plus pertinents, sur les thèmes qu'on a choisis et qu'on tag. Les journalistes sont là au début, les hommes sont là au début, ils sont là dans la sélection des thèmes, mais plus encore dans la sélection des sources. Et ils sont là évidemment à la fin, puisque c'est eux qui décident de publier ou de ne pas publier. Et donc, pour résumer, Reader, c'est un outil. Donc vous vous intéressez à l'astronomie, vous vous intéressez à Beyoncé, plutôt que d'être obligé de vous promener sur 20 pages Facebook et 20 comptes Twitter pour trouver ce qu'il y a de plus intéressant et de plus pertinent sur l'astronomie et sur Beyoncé, Reader va faire le travail pour vous. Donc c'est ce que je disais, 12 mois de développement, 3 informaticiens et 2 journalistes quasiment à plein temps tout au long de l'année dernière. Et donc le principe, c'est nos algorithmes. Les algorithmes ont été développés en interne. Nos thèmes, on a choisi les sujets d'actualité, les thèmes d'actualité, les topics sur lesquels on veut être présent. Nos sources, donc on a choisi les sources les plus pertinentes sur ces topics. Et pour finir, nos choix éditoriaux, on décide de publier ou de ne pas publier les liens directs sur les sujets. Donc ça ressemble un peu à ça. Ça c'est. Donc vous voyez ici les tags qui sont indiqués sur les différents sujets. Donc c'est évidemment du responsive design parce que c'est évidemment l'utilisation. Elle est logiquement presque plus mobile que desktop. Voilà, donc les contenus sont classés par tag. Je sais qu'il faut que je fasse assez vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'abonner par ce système aux mots-clés, aux tags, sur les questions qui vous intéressent le plus, et donc retrouver ce qui a été publié sur les sujets qui vous intéressent, voire même être alerté par email quand on publie des choses sur les sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc on est en version 1.0, environ une centaine de contenus publiés par jour. La difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on est des journalistes et donc on sait fabriquer un média et le fonctionnement d'un média en général, c'est intuitif. Là, on est dans quelque chose qui se rapproche d'un outil et l'utilisation d'un outil, c'est quelque chose qui doit être intuitif, qui doit être facile. Et c'est aujourd'hui la difficulté à laquelle on se heurte, c'est-à-dire que quand on utilise Reader aujourd'hui, il faut y réfléchir 5 minutes. Nous, on aimerait qu'il faille seulement y réfléchir 30 secondes. C'est sur ça qu'on travaille. Est-ce que je suis dans les délais impartis ou est-ce que j'ai dépassé ? Voilà, donc parfait.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Reader maintenant? Oui, la logique. Pourquoi Slate a fait ça? Slate, c'est un magazine en ligne. C'est un média, en fait, dans une logique tout à fait classique. C'est-à-dire qu'il y a une offre éditoriale qui est construite par une équipe de journalistes et qui est mise en ligne, ou qui est mise en onde, ou qui est imprimée. Reader, on inverse la logique. On est dans quelque chose qui est construit à partir de la demande. C'est-à-dire qu'on va chercher une demande existante par des sources pertinentes, et la seule chose, c'est qu'on la rend beaucoup plus facilement accessible. C'est pour ça, on nous a posé à plusieurs fois la question, pourquoi est-ce que finalement ce service n'est pas intégré à Slate? Parce qu'on est dans une logique assez différente. La vocation de Slate, c'est la qualité, la plus-value éditoriale. C'est un peu immodeste, mais c'est un peu ça, puisque c'est un magazine en ligne. La vocation de Reader, c'est de permettre à un public plus large encore que les lecteurs de Slate d'avoir accès plus facilement et plus efficacement à ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, sur ce qui les intéresse. Ça serait possible peut-être juste de revoir les slides, oui, bien sûr, montrer le produit pour voir quelle est la cinématique de connexion. Qu'est-ce qu'on fait quand on est utilisateur sur votre Absolument. agrégateur? Comment ça se passe? Alors le problème, c'est que ça vibre un peu. Donc, quand vous arrivez, vous avez, ça c'est sur le desktop, hein, donc vous avez une colonne ici un peu plus courte avec les différents sujets qui vont, et vous avez un ordre chronologique. Donc vous avez tout ce qui a été publié, et après vous pouvez cliquer sur les différents tags ici et avoir tous les sujets publiés sur ces tags. Donc si vous cliquez sur rugby, vous aurez tout ce qu'on a publié sur le rugby et ce qui nous semble être le plus pertinent, en l'occurrence en français et en anglais, parce que je ne pense pas qu'on ait de l'espagnol sur le rugby. Même chose si vous intéressez à Florian Cazenave, là vous aurez sans doute moins de choses. À la peinture, vous aurez beaucoup de choses. À l'art, vous aurez beaucoup de choses. À Jay-Z, vous aurez beaucoup de choses. Donc c'est ça la logique. C'est vous avez un flux chronologique, et puis par ailleurs, vous pouvez aller chercher, en fonction des mots-clés, ce que nous considérons et ce que la machine considère comme étant les meilleurs contenus. Alors après, vous avez une classification sur laquelle qui est haute, c'est les choses qui sont en train, là c'est une classification de partage. Donc c'est les choses qui sont en train de monter rapidement. Top, c'est déjà ce qui a été énormément partagé, et new, ça arrive, ça commence. Voilà. Avec une classification de couleurs. Et c'est web, appli, tout? C'est du responsive design, donc c'est la même chose, présent sur tous les devices. Si vous avez encore... On répondra aux questions. On répondra aux questions. Alors BFM TV, vous avez lancé une application qui permet justement de faire cette curation, d'intégrer vos contenus, si j'ai bien compris, à l'intérieur de cette curation. Et ce qui me semble intéressant, c'est que c'est un outil qui, vous me corrigez si je me trompe, mais qui sert à la fois à vos journalistes en interne, qui est un outil à l'intérieur de votre rédaction pour savoir quels vont être les sujets intéressants de la journée, et à la fois un sujet pour votre public. Donc vous y gagnez deux fois. C'est une appli que vous avez fait pour votre formation interne et pour l'extérieur. Alors effectivement, on s'est rendu compte que... donc moi je vous présente BFM Connect, qui est donc une application qui permet de suivre via les réseaux sociaux l'actualité politique française. Et une des premières leçons qu'on a tirées de cette application, qui est toute jeune, donc vraiment là on apprend, on teste, on expérimente. Donc voilà, c'est vraiment des toutes premières leçons. C'est que notre application est pensée, mais de la même manière que Reader, plus comme un outil que comme un média à part entière. Voilà. Alors, j'ai un petit problème de présentation. D'accord, donc... bien, je peux le dire, c'est pas très grave. Hein, de toute façon, alors c'est donc Hérodote, comme l'historien. Voilà. Donc, c'est pas très important. C'est le même sur Twitter, Gmail et PayPal, pour ceux qui souhaitent. Donc je reviens sur BFM Connect, c'est donc une application qu'on vient de lancer. Et effectivement, comme vous le disiez, un des premiers constats, c'est que c'est un outil qui sert en rédaction, mais qui peut servir aussi à des collaborateurs parlementaires, à des professionnels de la politique et à des gens tout simplement intéressés par la politique. Voilà, ça c'est le premier constat qu'on a fait. Mais d'abord, je vais présenter un petit peu l'application. Et redire un certain nombre de choses qui sont semblables à ce que vient de dire Eric.
des algorithmes ou des journalistes, ça marche pas comme ça. C'est des algorithmes et des journalistes forcément. Nous, on part d'un premier constat, c'est des évidences. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais les Français nous ont pas attendus pour s'informer via les réseaux sociaux. C'est un des premiers constats qu'on a fait et qui nous a mené vers ce projet. Les acteurs du monde politique, que ce soit des parlementaires, des ministres, des collaborateurs parlementaires, mais aussi des médias spécialisés, des journalistes, sont en grande majorité présents dans cet espace de discussion, et tout ça génère une surabondance d'informations, et le défi, il est celui-là, comme pour Reader, pour BFM Connect, le défi est de traiter la surabondance d'informations dans une thématique spécifique. Nous, on a choisi de cibler une thématique spécifique qui est celle de la politique française, avec plusieurs objectifs qu'on s'est fixés, qui sont d'apporter de la valeur ajoutée à toutes ces données produites par les réseaux sociaux, d'agréger du contenu et nous de proposer une offre éditoriale enrichie sur un segment qui est celui de la politique, qui nous a semblé être un segment légitime pour BFM Télé, qui est déjà marqué comme voilà, une chaîne traitant en grande partie des questions politiques. Assez vite, j'arrive sur ce qui est donc le premier écran de notre application. Pour définir le principe de l'application, globalement, il y a eu un travail de base de données. Il y a entre 1500 et 1600 comptes qui sont agrégés, indexés, triés en fonction de si la personnalité est un député, mais aussi un député UMP, un député PS, un député écolo, si c'est un parlementaire, un sénateur, un parlementaire européen, si c'est un ministre, si c'est un média, si c'est une institution, si c'est voilà, tout ça est catégorisé. Donc on a la possibilité de suivre l'ensemble du flux. C'est pas forcément l'objectif premier de l'application, mais on peut suivre l'ensemble du flux, ou alors on peut viser, si on s'intéresse particulièrement à la vie parlementaire, on peut filtrer, on ne sélectionne que les députés, et là on va vous proposer un flux avec uniquement les députés. Donc bon, ça c'est la première approche extrêmement basique. Après, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va aller à l'intérieur pour aller chercher quelles sont les discussions, les sujets de discussion les plus discutés. Donc là, c'est une capture que j'ai faite au lundi matin. Donc évidemment, c'était les départementales, Bourdin Direct, donc l'émission de BFM avec Jean-Jacques Bourdin. Et on va aussi en tirer les messages qui ont dégagé le plus d'engagement. Sur une soirée comme celle des départementales, voilà, il se trouve que les messages publiés par Marine Le Pen ont été parmi ceux qui ont eu le plus de partages, de commentaires, de likes, etc. Donc, naturellement, ce sont voilà, Marine Le Pen apparaît comme parmi les personnages les plus cités, et le top message, en tout cas à ce moment-là, c'était un message de Marion Maréchal Le Pen, voilà, puisque c'était parmi les personnalités les plus en vue de cette soirée-là. On offre la possibilité de trier tous ces messages aussi par une balise chronologique, soit les 6 dernières heures, les 12 dernières heures, les 24 dernières heures, etc. L'idée, c'est de répondre un peu à deux questions, à deux difficultés pour les utilisateurs potentiellement intéressés par la politique. C'est qui suivre sur les réseaux sociaux, puisque quand on arrive sur Twitter, je pense qu'on a sans doute tous vécu ce truc. On arrive, on se dit bon bah c'est très bien sur Twitter, mais il n'y a pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que on va mettre du temps à voilà, agréger un certain nombre de comptes et à se construire son propre fil d'actu. Donc là, ce travail, il est déjà fait, c'est indexé, c'est trié, et on peut choisir les sphères qu'on a envie d'écouter. Et enfin, la deuxième question, c'est quelle est l'information la plus importante ? Et nous, voilà, via des algorithmes, on va faire remonter les sujets de discussion, les liens, bref, les informations qu'on considère comme les plus importantes parce que les plus partagées, les plus engageantes sur ce flux. On peut aller dans les sujets de discussion qui se dégagent, là, les départementales, en ayant une lecture soit sur l'ensemble de la twittosphère, soit sur les flux qu'on va nous-mêmes appliquer. Si on veut voir ce que disent les parlementaires, uniquement les parlementaires sur les départementales, bon, ben, on va avoir un flux uniquement là-dessus, mais ça peut être que des médias, ça peut être que des institutions, etc. Ensuite, on peut aussi avoir des classements par influence, avec un score qui est aussi généré en fonction du nombre de partages, commentaires, likes,
sur des messages Twitter et Facebook, un classement où là j'ai pris l'ensemble des personnalités politiques et des institutions. François Hollande est régulièrement à la première position puisque c'est le président de la République, donc nécessairement il arrive dans beaucoup de conversations, mais dimanche soir on a pu se rendre compte que lors de la soirée électorale que Marine Le Pen était en première position et que Nicolas Sarkozy était aussi assez haut, alors que d'habitude il y a quand même une certaine distance entre François Hollande et les deux autres, mais là, voilà, on a pu aussi remonter que parmi les personnalités les plus en vue ce soir-là, c'était ces personnalités. C'est un classement qu'on peut aussi générer, qu'on peut aussi filtrer par catégorie, donc plutôt les médias, plutôt les parlementaires, plutôt les membres du gouvernement, etc. Je passe assez rapidement parce qu'on essaye de faire court et on va répondre à des questions, mais on a aussi tout un tas de statistiques, donc avec un top, on va dire, des comptes influenceurs, qu'on qualifie d'influenceurs en fonction des discussions sur les X dernières heures, et une répartition par volume de messages. Comment est-ce qu'on s'est organisé pour faire ça? Nous, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Rank 1000, qui a donc développé Rank 1000. Voilà, qui a donc développé cette application tablette, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est une application tablette pour nous, et dont la spécialité est justement l'écoute, l'analyse, le tri de toutes les données issues des réseaux sociaux. Donc voilà, il y a un gros travail de collecte, d'analyse et de tri qui permettent au final ce travail de curation. Résultat, c'est pensé beaucoup plus comme un outil que comme un média. Nous, d'un côté, il y a BFM Télé, bfmtv.com et BFM Connect qui est à part avec, et là je retrouve ce que disait Eric tout à l'heure, une logique qui est différente, qui est plus celle de l'outil, d'où l'outil pour des journalistes, pour éventuellement des collaborateurs parlementaires, mais aussi pour tout le monde. Outil dont, si on en vient à parler des limites, on aimerait aussi que en 20 secondes, l'outil soit compréhensible, utilisable par tout le monde. Bon, c'est pas forcément encore le cas. Mais on y travaille, on essaye de simplifier au plus possible les process et de se rapprocher des usages qui existent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand on a un écran comme celui-là, on essaie de se rapprocher le plus possible de ce qui est déjà une timeline Twitter pour se rapprocher des usages, mais avec des filtres, mais avec du tri, mais en essayant d'extraire des informations qu'on juge intéressantes. Depuis la contribution donc, du Fonds d'innovation numérique pour la presse, c'est une grosse année de travail, que ce soit dans le développement particulièrement des algorithmes qui nous permettent de faire remonter ces informations, et également dans la constitution d'une base de données de 1500, 1600 comptes. Ça, c'est une agrégation qui est faite par des humains et qui est triée, qui est indexée. Parmi les premières leçons, et je vais en finir là pour qu'on puisse répondre à des questions et discuter. C'est ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'utilisation de cette plateforme se faisait vraiment comme un outil et comme un second écran. Par exemple, quand on écoute l'émission politique de BFM Politique le dimanche soir, quand il y a une soirée électorale, cet outil prend tout son sens puisque c'est à ce moment-là qu'il y a un pic d'activité sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la politique. Donc ça se transforme vraiment en un second écran. Parmi les limites aussi, puisqu'il y en a, d'une part, le système applicatif est une limite puisqu'on aimerait faire sortir toutes ces données de la tablette pour les mettre sur plein de plateformes différentes, et notamment sur du web. Et parmi les limites, c'est aussi l'utilisation qui, et comme le disait Eric tout à l'heure, on aimerait que ça soit pris en main en 20 secondes, en 30 secondes. Il y a encore un petit travail d'adaptation où on a besoin de 2, 3, 4 minutes pour adopter l'outil. Voilà. J'ai essayé de tenir en 8-10 minutes. Moi j'ai juste une petite question, après on passera aux questions des gens dans la salle, mais on part du principe que les gens sont sur Twitter, sur Facebook, ils ont leur environnement auquel ils sont habitués. Et là, nous médias, on essaie de leur proposer des applications ailleurs. C'est-à-dire qu'on leur dit, en plus de checker Facebook, en plus de checker Twitter, venez sur nos applications à nous. Mais est-ce que c'est pas est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer à chacun créer notre propre application avec notre propre service? Par exemple, sur BFM, on pourrait se dire que vous auriez pu créer une série de listes Twitter,
modéré par des journalistes dans l'environnement Twitter, qui aurait fait que les internautes sont sur leur Twitter habituel et ils continuent à checker les informations de BFM TV, mais dans leur environnement. Parce que leur demander d'ouvrir un site à part, Slate ou une application, c'est les changer d'environnement. Est-ce que ça fonctionne en fait ça ? Alors, il est beaucoup trop tôt pour dire si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ce qui est sûr, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Si on l'intègre pas à notre offre bfmtv.com, notre appli BFM ou pour l'instant sur les écrans de télévision, c'est aussi parce que c'est une offre assez différente avec des usages différents et où nous on a aussi un objectif, c'est de simplifier le plus possible l'accès à nos offres, que ce soit bfmtv.com, notre appli ou BFM Connect. Et si on agrège le tout autour d'un même bloc, je pense que ça complexifie. Donc voilà, ça c'était aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a un peu segmenté. Après, il y a voilà, c'est clairement une difficulté, et notamment à l'heure de communiquer. Quand on communique sur BFM Connect, on communique pas sur bfmtv.com ou pas sur BFM TV, etc. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Après, pour coller aux usages, on essaye de faire une interface qui colle le plus possible aux usages avec un newsfeed qui est le newsfeed qui ressemble le plus possible à celui de Twitter. Et je pense qu'on a quand même un travail à faire là-dessus, puisque, comme on l'a dit, le constat de base, c'est la surabondance d'informations. Et plus on va vers une situation de surabondance d'informations, plus le travail d'un média et de journalistes, je pense, sont indispensables pour hiérarchiser, mettre en perspective et indexer, trier les informations issues du web social. Si vous voulez aussi répondre. Oui, oui, vous avez raison. On demande aux internautes de sortir des réseaux sociaux et de venir chez nous. Mais ça sortira pas d'ici, mais c'est dans notre intérêt. Sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément trop longtemps. S'ils viennent pas nous voir, nous, c'est pas exactement dans notre intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur offrir qui les motive suffisamment pour qu'ils sortent des réseaux sociaux ? Ce qu'on cherche, nous, à leur offrir, c'est quelque chose qui leur permet d'être plus efficaces sur les réseaux sociaux ou d'aller chercher plus facilement ce qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, on leur demande de sortir des réseaux sociaux, mais pour mieux utiliser les réseaux sociaux. Et c'est ce que tu expliquais, c'est-à-dire que l'interface aussi s'inspire. La nôtre s'inspire un tout petit peu plus un peu plus de Facebook que de Twitter. C'est de l'infinite scrolling. Et puis par ailleurs, on leur donne le plus facilement possible les outils pour continuer à partager, pour partager les contenus que nous on met en avant sur notre outil. Mais vous avez raison, on leur demande de faire un effort, de sortir de là où ils ont. Vous, ça agrège Twitter, Facebook, ou c'est uniquement basé, parce que là c'est que Twitter en plus. Non, c'est Facebook. Ah, c'est Facebook aussi. Moi, j'avais compris que c'est que Twitter. Pour l'instant, c'est uniquement Twitter. Donc, les algorithmes tournent uniquement sur Twitter et Facebook. Et l'ambition est d'élargir ça à Instagram, LinkedIn, etc. Parce que plus on fera ça, et plus il y aura un intérêt à ouvrir notre appli propre, puisqu'on y trouvera les contenus de différents réseaux sociaux concurrents. Mais bon, j'ai 1 milliard de questions, mais allez, on va passer. Si vous avez des questions, allez-y. Le Grand David, Next Impact. Moi, je vais avoir 2 petites questions. La première, c'est je suis utilisateur de Slate Reader de temps en temps. Je trouve que la plupart du temps, je suis redirigé vers Le Monde, Rue 89 et vers des médias que je connais déjà beaucoup, que les journalistes ou alors je suis redirigé vers des sites que connaissent déjà les journalistes de Slate. Pour moi, la promesse de Reader, c'était de m'ouvrir à des sources que je ne connaissais pas. C'est une promesse qui est un peu déçue, je trouve, pour l'instant. La deuxième question que j'ai, c'est par rapport à Reader, c'est je vois jamais Mediapart, par exemple, dans les gens chez qui j'arrive, ou assez rarement. Est-ce qu'il y a une volonté de pas inciter les gens à aller vers des sites dans lesquels il y a un paywall? Et j'avais une question inverse pour BFM TV. Alors, je ne connais pas du tout l'application, je la découvre ici. J'ai un peu l'impression qu'on réinvente Clout, ou en tout cas la prime au buzz dans le monde politique et dans l'information. Est-ce que le problème n'est pas l'inverse? C'est-à-dire que plutôt que de ne pas découvrir des choses que je ne connais pas, je ne risque pas de toujours tomber sur les mêmes choses qui font déjà du buzz, qu'on me met déjà à la télé, qu'on me met déjà sur des autres sites d'information. Et donc, du coup, être perdu un peu dans ce que les politiques utilisent aussi des réseaux sociaux pour finir en tête de liste tout le temps. Alors, je réponds à vos questions. Donc, je réponds tout de suite à la deuxième. Il n'y a aucune volonté de ne pas diriger vers les paywalls, vers Mediapart, etc. Il n'y a aucun choix directif ou imposé en quoi que ce soit sur les sources qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Donc, il me semble qu'on renvoie assez souvent sur Mediapart. Mais bon, non, voilà.
je vais regarder du coup. Voilà. Donc il y a ça. Vous avez raison sur la première remarque, et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, on est trop conformiste, on est trop pavlovien. C'était effectivement pas la promesse, et c'est pas la promesse de Reader. Donc on est en train sur le plan éditorial de voir un peu les choses différemment. On a le problème aussi qui est que c'est dans le réglage de l'outil, qui est que ce qui est le plus partagé, en français en tout cas, sur les réseaux sociaux, ce sont les contenus qui viennent des sources importantes, des médias importants que vous venez d'indiquer. Ça veut dire qu'il faut sans doute, on va dire, dans le réglage de nos machines, qu'on mette un poids plus important sur ce qui vient pas des médias mainstream, ou un peu moins des médias mainstream, et ce qui commence à se partager, plutôt que ce qui est déjà relativement partagé. Mais vous avez raison, pour l'instant, on va dire le réglage de ce qu'on publie et des filtres de la machine, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, je suis pas informaticien, est pas satisfaisant. Vous avez raison. Et moi, pour répondre à la question sur BFM Connect, je pense pas qu'on... Alors, il y a deux parties. Un, on réinvente Cloud, pas tellement. Alors, sur le scoring, oui, c'est un principe de classement. Donc, tout ce qui est scoring plus classement, on pourrait se dire qu'on réinvente Cloud ou d'autres outils similaires qui ont essayé d'insérer du scoring dans de la production de contenu sur les réseaux sociaux. En revanche, ça a les limites de tout classement, évidemment. Et ce classement-là, il ne faut pas le prendre comme une étude non plus scientifiquement hyper profonde, etc. C'est une analyse à un moment sur un corps, sur un terrain particulier. Voilà, je ne pense pas que ce soit l'essentiel de l'application. En revanche, c'est assez utile pour deux raisons. Ça donne une tonalité, d'une part. Et en plus de ça, ça permet aussi de communiquer sur ce produit, puisque le classement, c'est à peu près ce qui marche le mieux quand on dit, bah voilà, là, c'est Jean-François Copé qui est en numéro 1, machin en 2, etc. Donc ça a quand même une double utilité. Ensuite, est-ce que je vais tomber sur des messages que j'ai finalement déjà vus? Est-ce qu'il y a une primo buzz, etc. Une primo buzz, nécessairement un petit peu, puisqu'un buzz est un message qui fait beaucoup de bruit, donc qui a été beaucoup partagé, donc il va naturellement beaucoup remonter, et en même temps, si on ne faisait pas remonter ce genre de message, je pense que la mission ne serait pas remplie par l'application. Mais moi j'ai constaté, et pour le coup, avant d'être rédacteur en chef de bfmtv.com, j'ai été journaliste politique pendant quelques années, donc le sujet me parle, que je découvrais via l'appli des messages que j'avais ratés, et notamment des messages sur Facebook. Puisqu'on utilise Facebook et que moi, dans ma pratique quotidienne, je suis assez twittocentré, on va dire, dans ma veille sur la production sociale des sources politiques en ligne. Et parfois, on passe à côté de publications sur Facebook. Or, dans les messages les plus cités, l'écran qui est le premier écran, très souvent, et je pense que c'était le cas là, non, c'est pas le cas là, mais très souvent, le top message, c'est un message qui vient de Facebook. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va déclencher le plus de likes, le plus de commentaires, etc. Et que c'est une sphère que, en tout cas, moi, personnellement, en tant que journaliste, mais je pense que c'est le cas dans les rédactions, on explore moins et on est beaucoup plus twitto-centré, on va dire, dans notre veille, ne serait-ce que parce que l'outil le permet le plus facilement. Donc, ça fait remonter aussi des messages qu'on peut rater. Mais effectivement, les messages qui ont fait le plus de bruit, c'est eux qui vont remonter. C'est aussi l'objet de cette application. Il n'y a pas de volonté de faire intervenir l'humain pour justement peut-être, à un moment donné, ce qu'a tenté de faire Slate, c'est-à-dire de dire, à la base, il y a un algorithme, mais qu'in fine, il n'y a pas un humain qui va arriver et qui va dire, je vais peut-être aussi introduire une notion de choix journalistique, on fait une hiérarchisation dans, effectivement, Nadine Morano qui a fait une ouais, alors, l'humain, il se trouve à plusieurs niveaux. Bon, d'une part, dans la constitution du terrain, du corpus de comptes. Et après, c'est vrai que je l'ai assez peu évoqué, mais l'application laisse aussi la place au contenu de la rédaction. Les vidéos, les news de BFM. Plus bas, alors j'ai pas mis cet écran, mais on a le direct avec la production en direct de la rédaction, etc. Donc on met aussi en avant, et surtout, le travail de la rédaction. Ça, c'est un outil qui est un outil complémentaire, mais l'humain, le travail de la rédaction, il se trouve sur le site de BFM, sur l'appli de BFM, on le met en avant ici, et donc on retrouve quand même toujours, et in fine c'est quand même le plus important, le travail de la rédaction pour mettre en perspective tous ces résultats-là. On compte aussi sur l'intelligence de nos utilisateurs qui sont capables d'avoir un regard critique sur le fait que le message de Marion Maréchal-Le Pen soit le premier, le plus retweeté, etc. Évidemment, on a besoin d'apporter une mise en perspective, tout le travail journalistique, mais on compte aussi sur l'intelligence des utilisateurs. Bonjour, Mathieu Christopherson pour le Parisien.
J'avais deux petites questions. Une question vraiment terre à terre, c'est comment vous allez pouvoir puber ces formats et de quelle façon, et si vous ne les pubez pas, comment est-ce que vous envisagez de monétiser cette audience de readers. Et le deuxième point, c'est moi je m'occupe des contenus payants justement parisiens, donc on fait tout pour retenir le plus longtemps nos internautes sur le site et nos viewers sur nos applis, parce que plus longtemps ils restent, plus ils ont de chances de s'abonner. Et donc est-ce qu'il n'y a pas une next step sur vos projets? Là vous avez des projets qui sont un peu à part. On est sur Slate, on a le reader dans le menu et on sort de Slate. Est-ce qu'il n'y a pas une next step d'intégration de ce reader vraiment dans les produits principaux pour retenir au maximum des internautes? Parce que demander aux internautes de Twitter de venir chez nous, de sortir de nous, c'est un temps compliqué. En revanche, avoir ceux qui sont chez nous et leur dire que c'est pas la peine d'aller. Essayez de garder le micro à côté de vous. Pardon? Essayez de garder le micro. Je pense que voilà. D'accord. Ouais. Ah, excusez-moi. Donc juste, voilà, je suis désolé. Donc essayer de retenir les gens et qui sortent pas de nos sites pour aller sur Twitter. Je pense que on a une plus petite chance d'y arriver en fait. Voilà. Alors sur on va dire le modèle économique. Donc on a aujourd'hui la première campagne de publicité qui commence à fonctionner sur Reader. Donc ce qui veut dire que tous les 4-5 contenus, vous avez un petit encart publicitaire dans l'infini scrolling. Donc on commence à fonctionner comme ça. Et ce qu'on pourra faire éventuellement de manière plus précise à terme, ce qui a l'air de commencer à intéresser un peu les gens du monde publicitaire, c'est qu'on peut viser très précisément les gens qui ont des centres d'intérêt qui correspondent à ceux qui intéressent les annonceurs, puisqu'on peut sélectionner les gens par les tags, donc par les mots-clés. Donc ça c'est un développement qui peut être relativement intéressant. Après, pourquoi on mélange pas Reader et Slate? C'est pour une raison que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est deux médias de nature différente. Et par ailleurs, on n'est pas dans la même logique que vous, qui est d'essayer de retenir les gens chez nous, parce qu'on n'a pas la même richesse éditoriale. C'est-à-dire que vous avez une richesse considérable, vous êtes présent dans un très grand nombre de domaines. Slate, c'est un magazine donc qui met l'accent sur un certain nombre de choses, mais on n'est pas un site de news, on est un site de deuxième rideau, Slate. Donc les gens viennent nous voir quand ils veulent trouver des choses un peu différentes, des choses un peu plus originelles, voire éventuellement, c'est immodeste, un peu plus d'approfondissement. Mais s'ils ont besoin de news, ils restent chez vous. Même chose pour Reader. Reader, c'est une manière d'accéder à des contenus pertinents sur les choses qui vous intéressent, partagés sur les réseaux sociaux, si possible originaux, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est pas une fin en soi. Et ça n'offre pas tout ce que peut offrir en termes de quantité d'informations et même de formats différents ce qu'offre le Parisien. Voilà, donc nous, on veut être au cœur des échanges, mais ça n'a pas de sens pour nous d'essayer de faire que les gens, qui restent longtemps, qui lisent longtemps, mais qui restent que chez nous, ça n'a pas de sens. Peut-être un complément de réponse sur le modèle économique qu'on n'a pas encore évoqué. Là, nous, clairement, on n'a pas de retombée directe sur ce modèle d'application. Et il est un peu trop tôt, on va dire, pour le dire, mais les pistes qu'on peut envisager, elles sont doubles. D'une part, je pense qu'on crée de la valeur pour la marque BFM TV dans son ensemble et que d'une certaine manière, on travaille à enrichir la marque BFM TV et à créer de la valeur autour de cette marque-là. Et d'autre part, c'est aussi un système qui... alors là, on est sur de la politique. Donc la politique, ça se monétise assez difficilement. Hein. Les annonceurs rêvent pas de mettre des grandes pubs très très chères sur des papiers sur les départementales ou sur la bataille du centre à l'UDI entre Hervé Morin et Jean-Christophe Lagarde. En revanche, c'est un modèle qui peut se dupliquer. On peut partir sur des thématiques plus, on va dire, potentiellement rémunératrices, comme du sport, comme de la culture, comme du people, comme de la télé, etc. Et on peut très bien imaginer que cette application, d'autant plus qu'on peut la faire vivre comme un second écran, puisse très bien vivre sur des thématiques qui, elles, peuvent être plus rémunératrices, comme le sport, la télé, le people, la culture, etc. Une dernière question. Alors si on les fait très très courtes, on fait deux dernières questions. Il faudra être court dans la question et court dans la réponse. Il faudrait passer le micro à l'arrière. Je ne me déplace pas assez vite.
Oui, bonjour. Michel Henouille, Ouest France. Juste, excusez-moi, voilà le premier emplacement publicitaire dont on avait parlé sur. Voilà, c'est BPI qui fait une campagne chez nous. Voilà. Sur Reader. Pardon, excusez-moi. Donc, Michel Henouille, Ouest France, j'avais une question. Vous avez précisé tous les deux que c'était des algos et des hommes. J'aurais aimé savoir, pour entretenir votre modèle, quelle est la part que va avoir les algos, parce que tout ça évolue. Quelle est la part de tri que font les journalistes pour alimenter de nouvelles sources ou comment je veux dire, des choses à suivre, trier, et la part éditoriale qui s'apporte au-dessus des algos. Je ne sais pas si j'ai été clair. Qui veut commencer? Alors la part est considérable, hein, donc elle est dans le choix des sources sur lesquelles on va chercher les contenus qui sont partagés. Elle est dans l'actualisation, et c'est une tâche très compliquée de ces sources, parce qu'il faut vérifier qu'elles soient pertinentes, qu'elles continuent à fonctionner. Alors on a des petites machines qui essayent de faire ça aussi, mais à un moment donné, il faut que ce soit... Et puis il faut rajouter de nouvelles sources. Et puis elle est primordiale en ce sens que ce sont les journalistes qui décident qu'on publie un lien ou on ne publie pas ce lien. Donc c'est tel qu'est conçu Reader aujourd'hui, la part des journalistes, elle est de 50%, et celle des développeurs, elle est de 50%. On peut voir ça comme ça. Essayer de faire une réponse très rapide. Nous, on a une approche plus algorithmique, du coup, la présence humaine est moins importante, mais elle se trouve quand même dans la mise à jour et l'entretien de la base de données, qui est mouvante par définition, puisqu'on a des changements de gouvernement, on a des changements de parlementaires, voilà, notre corps est un peu mouvant. Et après, il est difficile aussi de répondre à cette question, puisqu'on a beaucoup imbriqué la production de BFM TV dans l'application, et du coup, le travail de la rédaction se retrouve aussi beaucoup dans l'application. Voilà, on a des écrans, bon là on les a plus, mais où on a la production vidéo, etc. Et donc ça, c'est notamment la quinzaine de personnes qui travaillent dans la rédaction web de BFM TV, qui travaillent à enrichir ces flux, mais qui sont en fait des flux récupérés de ceux de BFM TV. Peut-être la dernière question. Bonjour, je m'appelle Philippe Janet. Moi, j'avais une question simple, c'est que qu'est-ce qui va se passer le jour où Twitter va décider de modifier ses propres algorithmes, le jour où il y aura un panda qui va venir détruire un peu tout ça? Et de l'autre côté, votre risque, si vous ouvrez au-delà des réseaux sociaux, est-ce que vous risquez pas de tomber un petit peu dans ce qui s'est passé pour les Échos avec son grid qui publiait au sein des entreprises un peu la même chose que ce que vous avez fait, mais plus discret, parce que c'était dans les intranets, où ils se sont fait ramasser par tous les autres éditeurs dont ils avaient un peu oublié de demander l'autorisation avant de publier les contenus. Deux choses. Alors, on est vulnérable effectivement au changement de politique. C'est pour ça qu'on fonctionne aujourd'hui avec 2 réseaux sociaux, et l'ambition est de fonctionner vite avec 3, 4, 5, ce qui nous protège un peu. Mais c'est vrai qu'on est vulnérable à ça. Et... Vous avez parlé avec Twitter, juste. Pardon ? Est-ce que vous avez parlé avec Twitter? Oui, on a parlé avec Twitter, on a parlé avec Facebook, on a parlé avec tous. Mais on n'a aucune garantie, et effectivement, notamment si Twitter et Facebook décident un jour de, entre guillemets, de nous couper nous rendre le fil, ça peut devenir compliqué. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, pour ce qui est des éditeurs, d'abord c'est uniquement du lien direct. Donc on fait un titre et le titre renvoie vers ce que font les éditeurs. Et par ailleurs, j'ai tendance à dire qu'on leur rend service. Parce que les éditeurs se battent pour être présents sur les réseaux sociaux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être sur les réseaux sociaux, et on reflète ça. Voilà. En tout cas, on a discuté aussi avec les éditeurs, on ne voulait pas les problèmes qu'ont connus les Échos. Alors le problème des Échos, c'est que c'était sans doute plus précis, que c'était plus à vocation professionnelle. Donc on est sur quelque chose d'un peu différent. On a, pour l'instant, quand on a discuté avec les différents éditeurs et qu'on leur a présenté les choses, pas à tous, mais un certain nombre, on n'a pas eu de réflexion ou de commentaires désagréables. Il est possible que si Reader se développe et devient puissant, on en est. Pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, pour répondre rapidement, effectivement, comme Eric, je dirais
on est vulnérable aux flux que nous proposent Facebook et Twitter, clairement. Après, une application comme celle-là, elle a une vocation un peu de laboratoire. Donc, on cherche, on essaye, on tente. Il y a des choses qu'on réussit, d'autres qu'on ne réussit pas. Avant tout, on tire des leçons de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Et voilà, donc on l'envisage comme ça. Si Twitter, Facebook ou d'autres réseaux sociaux modifient leur flux, on essaiera de s'adapter. Et puis, on continuera de chercher, d'expérimenter. Et je pense que voilà, tout ça, ça contribue un peu d'une grande expérimentation permanente qui nous permet d'enrichir le travail pour BFM TV, mais aussi pour toutes les marques du groupe Next Radio TV en général sur ce qui est de l'innovation numérique. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des questions de gens qui utilisent vraiment votre application, donc ça c'est quand même assez rare, hein, c'est même plus intéressant pour nous. Dans ce contexte, moi je trouve que c'était intéressant. Et voilà, c'est fini.